Une balle donc remontée par Coiffier. Extérieur du pied, ballon dévié. Regardez comment Léonard Spech est pris à contre-pied. Mais Méric Grimaud est le plus rapide, le plus prompt. Et glisse ce ballon hors de portée de Dominique Dropsy. Ici, Da Fonseca part hors jeu. L'arbitre aurait dû siffler. Et c'est sans doute pour cela qu'il ne siffle pas ce pénalty de Patrick Battiston sur Omar Da Fonseca. 1-0 donc à la mi-temps. On pense qu'en début de seconde période, les Bordelais vont revenir. Ce sont d'ailleurs eux qui vont être les plus dangereux. Après un premier tir de leur capitaine, c'est Dieter Müller qui va récupérer ce ballon de Gernot Rohr. Mais Desrousseaux s'interpose là encore une fois brillamment. Un débordement de Martinez et une nouvelle occasion pour Bordeaux. Mais l'on sent que Tours va aller jusqu'au bout et va même très sérieusement inquiéter la défense de Bordeaux sur cette remise en jeu effectuée par Desquettes. Le ballon va arriver sur l'aile droite encore une fois pour Polagnoc. Et regardez l'occasion immanquable que va manquer Vercruis, l'autre Vercruis, celui qui joue à Tours, contre favorable. Il est tout seul Vercruis. Sans doute le mauvais état du terrain, c'était la balle de 2-0. Mais ce n'est pas fini pour Tours, qui va une fois se montrer dangereux. Un départ impressionnant de Régis Manon, le fils de son père. Et là, un cafouillage monstre devant Bordeaux, qui va avoir beaucoup de mal, car au cours de ces 15 derniers jours, est éliminé de la Coupe de France, en difficulté en Coupe d'Europe, à nouveau sous la menace de Nantes en championnat. Les jours à venir vont être décisifs pour Bordeaux et pour leur entraîneur Aimé Jacquet, même si ce sont eux qui ont eu la dernière occasion sur ce tir de Patrick Battiston. Ce que je redoutais il y a quelque temps est arrivé, c'est-à-dire qu'une équipe de Bordeaux qui a été tellement sollicitée et qui a eu des matchs d'une intensité, d'une dureté extrême, ne peut répondre sur le plan physique à cette demande. Mais je dirais que même si indiscutablement le mental a été touché, j'ai retrouvé ce matin des garçons extrêmement déterminés, ce qui est quand même encourageant, malgré la défaite d'hier. Et déjà, nous nous sommes propulsés dans nos observations face à nos futurs adversaires russes. Tout le monde, tous les vœux de tous les footballeurs de France et de Navarre accompagnent bien sûr Aimé Jacquet et les Bordelais pour ce très difficile déplacement en Union soviétique, mais ils sont capables d'obtenir là-bas ce qu'ils ont obtenu en Roumanie ou au Pays Basque avec l'Athletic de Bilbao. Revenons au championnat de France avec un match important au cours duquel Auxerre, avec un but marqué dans les toutes dernières minutes, a concrétisé une brillante troisième place auquel les hommes de Giroud sont très attachés. Avec Yves Kupfermink, Auxerre, Paris Saint-Germain. En pénétrant sur le terrain, les Auxerrois pensaient certainement à la saison dernière où le PSG leur avait joué un bien mauvais tour en venant au stade de l'Abbé Deschamps interrompre une longue série de victoires. Cette victoire, Gérard Lantier, qui entre-temps a retourné son maillot, la désirait plus que tout autre, espérant donner quelques regrets à Giroud et peut-être aussi à Georges Perroche. Auxerre prend immédiatement le contrôle des opérations et Roger Bolly sur ce centre va inquiéter Jean-Michel Moutier qui se couche dans les pieds de Dagneau. Voilà, le ton est donné, le PSG ne reste pas inactif, il a de bonnes réactions avec sa fête Suzik qui pour une fois va prendre le dessus sur Alain Fiard. Suzik avance et va tirer du pied gauche, un tir facilement capté par Joël Batz. Le match est plaisant et l'absence de Jean-Marc Ferreri empêche sans doute ses camarades de prendre plus souvent de vitesse la défense parisienne. Une défense qui va se battre toute seule sur cette mauvaise passe de Janol. Garande surgit, efface Jean-Michel Moutier, part peut-être un peu trop sur la gauche, mais a juste le temps de redresser pour ouvrir la marque. Pour Patrice Garande, c'est le 7e but de la saison, un véritable but d'avant-centre, une place qu'il occupe en l'absence de Zarmac, une place qui lui réussit bien, même si Dominique Battenet a bien failli détourner sur sa ligne. On joue depuis 19 minutes et la réaction parisienne est immédiate. Les Parisiens qui prennent des risques offensifs à l'image de Lemou qui joue arrière droit après la sortie de Franck Tanasi et de Dominique Battenet qui, comme à son habitude, s'est engagé sur le côté gauche. Battenet va recevoir le ballon. Voilà, c'est fait, il déborde Dagneau. Centre pour la tête de Rocheteau, la tête qui ricoche sur la transversale. Pas de chance pour Dominique Rocheteau pour une fois qu'il avait échappé au marquage impitoyable de Basile Boli.
L'autre duel, c'est celui qui oppose Toko et son mètre 87 aux 170 cm de Jean-Luc Charles. Un petit passement de jambe de Toko, Charles reste sur les fesses. Par contre, Suzik, lui, ne perd pas la tête et Joël Batz peut repousser. Le spectacle est très bon, le public est content et le PSG continue de pousser. Et à la 29e minute, sur un mauvais dégagement de Perdriau, le ballon va revenir dans les pieds de Gérard Lantier. Une petite pichenette de l'extérieur pour Rocheteau et le ballon termine sa course au fond des filets de Joël Batz. Basile Boli est triste et vous allez comprendre pourquoi sur le ralenti. Après cette petite pichenette de l'extérieur du pied de Lantier, Boli est à la lutte avec Dominique Rocheteau et c'est lui, Basile, qui trompe son propre gardien. Un coup du sort qui a le mérite de réveiller les Auxerrois et notamment Éric Géraldès qui grâce à sa vivacité en a fait voir de toutes les couleurs à Yannick Guillochon. Géraldès qui déborde Guillochon, qui donne sur la gauche à Dagneau. Dagneau qui prolonge pour Barret. Roger Boli va s'engager au centre. Il élimine Lemou et sans élan force Moutier à mettre en corner. C'est donc sur la marque d'un partout qu'intervient la mi-temps et l'on va retrouver Roger Boli dès le début de la deuxième période. Il prend à nouveau le dessus sur Lemou, mais Garande rate complètement sa reprise et Jean-Michel Moutier est obligé de se coucher sur ce tir de Dagneau. Beaucoup moins d'occasions en deuxième mi-temps qu'en première et pourtant Auxerre va inscrire le but qui lui donne la victoire. Un but à nouveau signé Garande, bien servi par Roger Boli. Une santé de cheval, ce Patrice Garande, qui après le plat va s'attaquer aux obstacles, un domaine dans lequel il a trouvé à qui parler. Patrice, vous voyez ce chapeau? Oui. Il a eu très peur. Et Ah vous? Oui, quand même un petit peu, mais après le but de Rocheteau, on a eu quand même un petit peu peur, mais j'avais confiance en le groupe et puis je pense qu'on a quand même mérité notre victoire. Oui, là, indiscutablement, la soirée est très bonne pour l'équipe, naturellement, et puis pour vous. Oui, pour l'équipe, parce qu'on a déjà consolidé notre position, notre troisième place pour la Coupe d'Europe. Ça nous permet d'envisager un déplacement à Bordeaux assez sereinement. Et puis, personnellement, ça fait toujours plaisir de marquer des buts, surtout quand on sent que les gens attendent ça de votre part, ce qui est normal quand vous jouez avant-centre. Patrice Garande, quand même, qui était le meilleur buteur français la saison passée, on l'avait peut-être oublié, qui était aussi l'avant-centre de la sélection championne olympique à Los Angeles. Quant à l'intervieweur, vous l'avez reconnu, c'était notre ami André Théron, ce qui prouve que le sport hippique mène à tout à condition d'en sortir, d'autant que André Théron est le plus grand supporter, et par la taille, et par l'ambition de l'équipe auxerroise. Laval-Monaco maintenant avec Frédéric Jaillant. Monaco qui restait sur une très belle série et qui n'a pas renoncé à disputer une coupe européenne à la fin de la saison. Avec un match agréable à Laval qui recevait donc Monaco. Agréable par le remarquable état d'esprit qui a régné sur le terrain, pas le moindre incident entre les joueurs de deux équipes aux moyens pourtant différents et pas la moindre petite bavure de la part du trio d'arbitres dirigé par M. Quignou. Bref, tout s'est très bien passé et il n'a finalement manqué qu'un petit truc, un truc qu'on appelle un but, et raté par exemple ici par Laval après 3 minutes de jeu de la Montagne. C'est né entre les jambes de Stojkovic pour Goudet qui tire au-dessus alors qu'il était seul devant le gardien de but de Monaco. Une bonne occasion donc pour Laval qui aurait encore pu ouvrir le score 20 minutes plus tard. Coup franc tiré par de la Montagne à la limite de la surface de réparation et Ettori est sauvé par le poteau de ses buts. L'action qui suit ne donne rien, mais on va revoir le coup franc et il faut noter que Patrick de la Montagne, ancien monégasque, a été excellent hier soir, surtout en première mi-temps ici, il manque de réussite. Monaco privé hier soir de Jeanne Guigny, mais qui a quand même la chance de pouvoir laisser sur le banc des joueurs de la qualité d'Éric Benoît ou de Carlos Lopez. Monaco donc va réagir. Exemple, ici même, 26 minutes de jeu, le ballon récupéré par Simon. Il prend son temps et c'est bien vu parce qu'il lobe toute la défense de Laval pour Tibeuf, seul devant Godard. Que va faire Tibeuf? Eh bien, il choisit la meilleure solution, il donne à Anziani qui tire, mais ça passe à côté. Une superbe occasion pour Monaco. Et au ralenti, on s'aperçoit qu'Anziani est gêné au moment de frapper par Sorin et par Perrard notamment. Mais en tout cas, bien des émotions pour le banc de touche lavallois en général et pour Michel Lemulinaire, l'entraîneur en particulier, et 0-0 à la mi-temps. Alors que la première période avait plutôt été lavalloise, dès la reprise, ce sont par contre les monégasques qui prennent l'ascendant. Vous le voyez, le ballon n'en finit plus d'aller de pieds de joueurs monégasques à d'autres monégasques, avec par exemple ici Leroux, qui centre, aile de pigeon de Bravo, c'est bien vu,
Et Tibeuf qui a peut-être manqué un petit peu de spontanéité, il tergiverse, c'est Godard qui peut finalement s'emparer du ballon. Côté Lavallois, voici la meilleure occasion de la seconde période. À l'origine, encore de la Montagne qui sert Séné, face à lui Simon, fan de corps, c'est bien vu. Et puis un tir que Ettori peut dévier et de la Montagne qui avait suivi ne peut reprendre, donc toujours 0-0. Monaco a eu chaud, mais ce sont cependant les joueurs de Lucien Muller qui hériteront de la balle de match. À 2 minutes de la fin, d'abord un long ballon dégagé par Ettori, Boson qui dégage, mais c'est contré par Stojkovic, Anzani qui prolonge vers Tibeuf, il reste 2 minutes à jouer, et super barret, réflexe de Godard, ce qui fait que finalement Laval et Monaco ont fait match nul 0-0. 11e match consécutif sans défaite pour les Monégasques, c'est dire que les Lavallois ont réussi une bonne performance. On pense notamment à leur défenseur Jean-Marc Mitton, dont c'était la rentrée après 6 mois d'absence. Dernier voyage où nous avions un envoyé spécial. Il s'agit du stade Vélodrome de Marseille pour la rencontre qui est presque un derby méditerranéen entre Marseille et Bastia. Il y a quelques années, ça avait été l'affiche de la finale de la Coupe de France, la première, je crois, jouée dans le nouveau Parc des Princes. Marseille-Bastia, auquel assistait hier soir notre ami Georges Dominique, présent au stade Vélodrome. Pour Pierre Cahuzac, l'entraîneur de l'OM, et pour Antoine Rodin, l'entraîneur de Bastia, deux des grands baroudeurs du football français, une semaine totalement différente. Pour les Bastiais, les joies de la qualification face à Metz, et puis vous le savez, l'OM a perdu face à Valence. Alors ce soir, Pierre, pour les Blancs Marseillais, le match du rachat, et puis apparemment pour les Bleus, une soirée assez tranquille. Enfin, tranquille, ça veut dire en fait rien à perdre, rien à gagner, alors que l'OM doit l'emporter, sinon ce serait, eh oui, la révolution sur la Canebière. Nous voici ici côté supporters marseillais et toujours les mêmes couleurs pour les Corses. Forza Bastia, Marseille, c'est un peu la capitale corse du continent. Tout de suite un coup franc pour l'OM, on joue seulement depuis 4 minutes. Ce sont les Blancs qui donnent le ton, comme ici le jeune avant-centre Marc Pascal. Zanon face à